Ça fait déjà bien longtemps que je voulais réaliser cet entretien avec Louis Nogès pour parler de sa carrière et puis pour parler de l'évolution de l'informatique, de sa vision de cette évolution et aujourd'hui son cheval de bataille, le cloud. Et ça me paraît important de pouvoir faire témoigner des personnages comme Louis Nogès parce que des pionniers français, il n'y en a pas tant que ça et on les entend pas souvent. Alors en ce moment, par exemple, Louis Pouzin est à la mode et on l'évoque, mais Louis Nogès, lui, on n'en parle pas. Or, comme je le connaissais un petit peu, je l'ai invité pour cet entretien que je vous propose aujourd'hui. Louis est facile à reconnaître avec son nœud papillon inamovible, mais aussi son sourire et son enthousiasme toujours présent et toujours communicatif. C'est toujours un plaisir de s'exprimer avec lui, même si, forcément, je ne suis pas toujours d'accord avec ses prises de position. C'est ce qu'on va voir ensemble maintenant. Donc, on n'a pas besoin d'être super formel. Voilà, donc c'est parti en enregistrement, c'est bon. Good. Bon alors, donc d'abord merci Louis d'avoir accepté cette invitation. Il y a longtemps en fait que j'avais en tête, que j'avais dans l'idée de t'interroger, parce que pour moi tu es un pionnier historique. Alors je sais pas si tu le prends bien quand je te dis ça, mais pour moi c'est important et je suis très content de pouvoir t'interroger. Alors, dans un premier temps, avant de parler de l'actualité, du futur, et je sais que toi tu es toujours orienté vers le présent et ce qui se passe et ce qui va se passer. J'aimerais quand même revenir justement sur un peu les origines de ta notoriété parce que tu es connu pour avoir inventé le mot bureautique. Et c'est quand même pas si souvent qu'on peut être à l'origine d'un terme qui est devenu un nom commun. Donc ce que je voudrais, c'est que tu nous racontes comment tu en es venu à forger cette appellation. Ok, bonjour Alain et merci de ton invitation. Effectivement, donc je suis à l'origine du mot bureautique. Alors un petit peu de contexte quand même. Et je crois que je voudrais quand même donner d'abord un premier point sur la chance qu'on a de vivre en France. Moi, j'ai fait mes études à la Supélec. J'ai été ingénieur boursier. Donc j'ai été aidé par le gouvernement. Mon père était mort très jeune, donc j'ai été boursier. Okay. Ensuite, j'ai commencé à travailler dans l'informatique et j'ai eu la chance de partir faire un MBA aux États-Unis avec le financement du gouvernement, avec une organisation qui s'appelait la Fondation pour l'enseignement de la gestion, qui m'a payé mes études à Northwestern University, un MBA qui est quand même très cher. Donc voilà, il y a quand même en France, on est quand même un pays privilégié. Et donc, oui, tu as raison, ça vaut la peine de le souligner quand même. Voilà, de temps en temps, ça fait du bien de le rappeler. Alors évidemment, j'avais en échange, en contre-échange, l'obligation d'enseigner pendant 5 ans, ce que j'ai fait à l'INSEAD, à la Supélec et ailleurs. Mais voilà, donc je suis parti sur ces financements publics. Et ça veut dire aussi un autre point, je pense, important, c'est qu'il faut être à l'écoute des opportunités dans sa vie et de ne pas avoir un plan de carrière trop figé. Bon, j'avais commencé chez un fournisseur d'informatique, j'étais chef de projet dans une entreprise et j'ai lu une annonce sur la fondation, ça m'a accroché, j'ai passé le concours, j'ai été choisi et donc je suis parti aux États-Unis pour faire mon MBA. Et c'est là où j'ai commencé à travailler. Et j'ai eu la chance à ce moment-là de rencontrer Paul Strassman, qui était le directeur informatique de Xerox. Et donc, j'ai pu visiter le parc. Ouais, le fameux parc. Le Palo Alto Research Center, qui était en Californie. Et là, ça faisait un choc entre le monde extérieur et le monde intérieur. Quand tu rentrais dans ce centre de recherche, où il y avait 300 chercheurs, il y avait déjà Internet, il y avait des écrans graphiques, il y avait des imprimantes laser. Et donc, j'ai eu un choc entre l'entrée et la sortie du bâtiment, il y avait 20 ans ou 30 ans de décalage. Enfin, c'était ahurissant. C'est le choc du futur, en fait. Complètement. Hein, et c'était absolument ahurissant ce que Xerox avait mis au point déjà. Et donc, alors, à l'époque, on parlait de Office Automation, de paperless office, le bureau sans papier. Et c'est là où donc on commençait à parler d'informatique, télématique. Donc c'est là où j'ai eu l'idée du mot bureautique. Voilà. Et donc j'ai créé ce mot bureautique. Et d'ailleurs, la première société que j'ai créée au début des années 80 s'appelait Bureautique et ça. Bureautique et ça, voilà. Donc c'est là où c'est né. Donc voilà. Mais c'est né avec le contact, avec cette innovation incroyable. Et ce qui est vraiment dommage, c'est que Xerox, il avait inventé plein de trucs et a été incapable de les commercialiser, quoi. Ah bon, ça, on va pas refaire l'histoire. Comment tu expliques justement, juste pour revenir là-dessus, que cette espérance, ce concept de bureau sans papier,
finalement n'est pas débouché du tout et qu'aujourd'hui, on en est toujours à imprimer, à avoir, bon, certes, des imprimantes laser qui sont devenues très accessibles, mais à toujours imprimer autant de papier. Quelle est ton explication là-dessus? Alors, je ne suis pas certain qu'on imprime autant. Même, on imprime beaucoup moins, d'après tous les chiffres que je peux avoir. Et ce qui est intéressant, et on revient sur l'actualité une minute, c'est qu'avec la pandémie Covid, tout le monde est travaillé à distance, il n'y avait pas d'imprimante, et tous les processus traditionnels papier ont été foutus en l'air. Et donc, il a fallu vivre sur des processus dématérialisés. Et les entreprises avec qui je travaillais comme conseil, qui avaient mis en place une informatique, un système d'information cloud dématérialisé, ça a fonctionné comme sur des roulettes. Alors que le bon vieux dossier, le parapheur, tous ces machins-là, comment faire fonctionner un parapheur dans une administration quand on est en décentralisé? Donc, je pense que la Covid va accélérer ce mouvement. Alors, le paperless, non, mais beaucoup moins de papier, oui. Et dans mon entreprise aujourd'hui, on vit avec extrêmement peu de papier. Et mes enfants impriment pratiquement rien. Voilà. Donc, je veux dire que on va, ça a pris du temps, hein. C'était ça en 1980, hein, ça fait 40 ans. Hein. Et on a imprimé encore beaucoup, et encore on continue à imprimer, mais quand même de moins en moins. Et la génération des 20 et autres, maintenant, la culture du papier a disparu. On n'imprime plus sa carte d'embarquement pour prendre un avion. Voilà, il y a plein de choses qu'on n'imprime plus. Donc, il y a quand même eu un gros chambardement. Mais bon, ça va toujours plus lentement que prévu. Voilà. Je sais pas si tu te souviens, on s'était rencontrés dans un TGV au milieu des années 90, en 95 ou 96, je me rappelle plus exactement. On avait été boire un café au bar du TGV, on avait discuté technique, on a discuté boutique évidemment. Et à l'époque, tu étais très optimiste vis-à-vis du partenariat entre IBM et Apple. Je sais pas si tu te souviens de cette rencontre qu'on avait eue tous les deux. Je me souviens de la rencontre et moins du thème. Honnêtement, bon, c'était un peu les années 90, oui, avec l'arrivée du PC, enfin, qui s'est un peu banalisé. Enfin, le PC est né bien avant. Ouais. Mais donc le PC Windows est né dans les années 90. Et en fait, une fois de plus, et on revient sur ce thème de la bureautique, parce que c'est un thème récurrent dans ma carrière. Absolument. C'est quoi la bureautique? Ce sont les outils universels de monsieur et madame tout le monde. C'est les outils qui sont pas que tout le monde peut écrire, dessiner, calculer, communiquer. Bon, les outils transverses par fonction. Et la bureautique dans le PC, le PC Windows, même le PC DOS avant, a réussi grâce à un outil bureautique exceptionnel qui s'appelait le tableur. Et donc, le PC est devenu un outil acceptable par les cadres, les ingénieurs et autres à cause du tableur, pas à cause du traitement de texte. Le traitement de texte existait avant le PC. Le tableur, par contre, a été la divine surprise. Voilà. Et faire du texte sur un PC, c'était pas noble. Il y avait les secrétaires, il y avait les dactylos, il y avait encore ce genre de population. Par contre, un cadre ou un manager se sentait, parlons crûment, valorisé par traiter du chiffre. Hein. Et c'était plus compliqué. Donc le PC, la tableur sur PC a été l'outil qui a banalisé le clavier et l'écran dans la population des non-secrétaires. Les premières machines de traitement de texte remplaçaient une machine à écrire pour faire la même chose. Et moi, quand j'ai fait mes études à Northwestern University à Chicago, avant de partir, j'avais été obligé d'apprendre à écrire sur une machine à écrire. J'étais parti avec ma machine à écrire mécanique. Parce que quand on était étudiant aux États-Unis, on remettait tous les documents déjà dactylographiés. Mais bon, et donc voilà, donc il y a eu une première génération fin des années 80 où est arrivé sur les machines dites traitement de texte avec plein de machines dédiées, Vaidek, IBM, Xerox et autres ont disparu. Enfin, il y a eu beaucoup de gens. Mais bon, et ensuite, l'universalisation, une fois de plus, ça a été le PC. Toujours un peu à cette même époque, milieu des années 90, avec la montée du web, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as vécu justement cette montée d'Internet et du web à cette époque-là? Bon, effectivement, bon, moi, j'essaye de suivre ou d'anticiper un petit peu des solutions. Bon, c'est pareil, le web est arrivé, bon, années 90 officiellement, avec la création à Genève, mais dans les entreprises, on l'a vu arriver 94-95. Oui, c'est ça. Et une fois de plus, la rupture du web dans les usages massifs, ça a été un outil bureautique qui s'appelle la messagerie. Et donc, le web a permis de créer le premier outil de communication
non propriétaire. Avant, on avait un outil IBM, on parlait à IBM, on avait un outil DEC, on parlait à DEC, et avec l'arrivée du web, on a créé le premier outil de communication universelle qui était la messagerie web. Donc c'est ça qui a complètement banalisé une fois de plus le web. Donc on retrouve à chaque fois l'innovation pénètre dans le monde le plus souvent par des outils simples, basiques, universels. C'est un phénomène de masse, un phénomène générique. On retrouve ça à chaque génération de la technologie. Oui, absolument. Et l'arrivée donc du web, ça a été ça. Bon, après ça, il y a eu plein d'autres solutions qui sont arrivées, mais c'est pareil. À l'époque du web, bon, il y avait pas beaucoup de gens qui avaient des adresses mail. Puis j'ai eu des premiers comptes sur des systèmes un peu tordus comme CompuServe et autres, avant que arrivent des comptes plus ouverts. J'ai été quand même un des premiers clients de Gmail, d'où mon nom sur Gmail, qui est noges@gmail.com. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont un compte Gmail avec juste leur nom de famille. C'est pas courant, quoi. Parce que c'était en 2004 quand c'était sur invitation. Donc voilà, donc toute l'histoire du numérique, elle est souvent basée sur des choses simples et non pas sur des technos très compliqués. Voilà. Je suis d'accord avec toi sur l'aspect volume. D'ailleurs, Scott McNealy, un des fondateurs de Sun, disait pas autre chose. Il disait "Volume is everything". Et en ce sens, il a eu raison et même cruellement raison, puisque finalement, c'est le PC avec les volumes du PC qui l'ont mis de côté. Tout à fait. Et le premier Macintosh est arrivé en 1984, qui était quand même le premier objet. Enfin, il y a eu Xerox, qui a été le premier objet d'accès graphique avec le Star, mais qui coûtait 100 000 euros. 100 000 francs. Il n'a pas été beaucoup diffusé, en fait. Non, non, il y en avait quelques-uns. Et le premier vraiment outil qui s'est diffusé, c'est le tout petit Macintosh, le petit cube. Et moi, j'ai quand même été le premier acheteur d'un Macintosh en France. Je suis allé voir Jean-Louis Gasset, qui était le patron d'Apple France, dans ses bureaux à Paris, et j'ai payé en cash, il n'acceptait que le cash, beaucoup d'argent pour amener le premier Mac à mon bureau, bureautique et ça. Donc, j'étais quand même sensible à cette innovation avec la première imprimante laser, la première imprimante, disons, graphique. Ouais, c'était l'image writer. Avec le Mac, c'est l'image writer. Moi, j'ai pas été le premier parce que moi, il m'a fallu attendre 85 pour en avoir un, mais j'ai eu l'ensemble, c'est-à-dire le Mac, le lecteur de disquette additionnel et l'imprimante image writer. Voilà, et donc cet outil était un outil qui était révélateur de ce qui allait se diffuser après. Après ça, bon, Microsoft a gagné la bataille avec Windows. Bon, on va pas refaire l'histoire, mais le Windows n'était que la suite. Et ce que je trouve remarquable, c'est que Microsoft a joué très bien à ce moment-là. Je m'en souviens. Le succès de Microsoft, ça a été Excel, le tableur. Et ce qu'a fait Microsoft, avec beaucoup d'intelligence, c'est développer son premier Excel pour Macintosh dans un monde graphique. Absolument. Et ce qui fait que quand est arrivé Windows, il y avait des tableurs traditionnels, mode caractère, et lui, il a pu porter Excel. Le succès de Windows, c'est Excel. Oui, oui. C'était un tableur graphique prêt à l'emploi parce qu'il avait été pré-testé sur Mac. Bravo, Microsoft. Oui, ils ont eu l'intelligence de comprendre que le Mac allait leur servir à apprendre le mode graphique. Et tu sais qu'il y a eu une version d'Excel dès la version 2.1 de Windows, qui marchait déjà un petit peu mieux que la version 1, qui marchait, elle, vraiment pas bien du tout. Et effectivement, c'est avec Windows 3 que ça a que ça a aidé à la suprématie de Microsoft, surtout parce que Microsoft était prêt pour le mode graphique avant tous les ténors du traitement de texte et des tableurs, qui étaient encore restés coincés au mode caractère, parce qu'ils attendaient OS 2. Oui, non, mais c'est bien joué par Microsoft, et là je le trouve très bien, et bravo. Donc voilà, après ça, donc à partir de 1990, le tandem Windows Office a pris le pouvoir et est devenu archi-dominant, pour pas dire monopolistique, pendant les années 90. Entre 90 et 2000, le poste de travail de base dans l'entreprise, c'était un PC Windows Office. Voilà, bon, et les autres étaient à moins de 10%. Alors, tu es maintenant connu comme étant un apôtre du cloud, hein, c'est pas excessif de dire ça. Et alors, profitons-en pour revenir sur les tout débuts du cloud. Comment tu décrirais l'historique du cloud qui arrive à la fin des années 90? C'est correct de dire ça? Disons oui, début des années 2000.
Voilà. Bon, Ouais. okay. Bon, alors le mot cloud, effectivement, on a retrouvé l'historique, je crois, chez Compaq en 96, mais enfin, ça c'est le mot. Mais en fait, le cloud est né en 2000, clairement, avec une société qui a été à l'origine, c'est Salesforce. Et ce que veut dire, en fait, le monde du software as a service, du logiciel en mode multi-tenant, est arrivé avant le cloud infrastructure, IaaS, qui est arrivé en 2006-2007 avec Amazon. Donc, en fait, le premier, on parlait pas cloud en 2000, on parlait software as a service. Vraiment, dans la population générale. Et on disait également APS, ASP, Application Service Providers. Oui, mais ça, c'était l'hébergement. Ça a commencé même avant. Au début de ma carrière en informatique, il y a très longtemps, il y avait déjà ce qu'on appelait du time sharing. Le service bureau, ouais. Service bureau, donc on avait déjà l'idée de payer à l'usage des puissances de calcul et aussi vieux que l'informatique. Mm-hmm. Et donc l'hébergement traditionnel, c'est-à-dire on prend une application, on la fait tourner sur un centre de calcul qui ne vous appartient pas, ça a 30 ou 40 ans. Mais le vrai cloud infrastructure as a service, c'est né avec AWS, Amazon Web Service, en 2006-2007. Mm-hmm. Oui, tout à fait d'accord. Et là, on a eu vraiment les premières ressources qu'on payait à l'usage au temps. Au début, c'était à l'heure, après ça a été à la minute, maintenant c'est à la seconde. Donc voilà, le software as a service 2000, infrastructure as a service 2007. Et moi, à ce moment-là, avec mon associé Laurent Gasser, on a été effectivement les premiers à développer une société de services dans le cloud qui s'appelle Revevol, Révolution, évolution. Donc on était déjà quand même dans la rupture. Et notre cheval de bataille, c'était Google Apps. Et donc on a été, c'est quand même, il faut pas négliger une fois de plus le rôle de la France. La France a été le premier pays du monde à avoir des entreprises qui ont choisi une bureautique cloud, en l'occurrence Valeo. Puis Valeo a été au monde, j'insiste, avant les Américains et autres, la première société où 40 ou 50 000 collaborateurs ont basculé sur une bureautique cloud en 2007. Donc la France n'est pas complètement nulle. Voilà, moi je fais pas du French bashing. Voilà. Et donc nous on avait créé Revevol. Et on avait amené ensuite beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises sur le cloud avec Google Apps, même le SIGREF, même encore une fois Essilor, Veolia, enfin des entreprises innovantes. Et là, on retrouve la courbe de Gauss de l'innovation. Entre 2007 et 2010-2011, les entreprises innovantes ont basculé sur la bureautique de Google. Voilà. Ça a été vraiment décollage du cloud. Voilà. Qu'est-ce qui t'a surpris dans les évolutions du cloud depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la crise sanitaire, où tout d'un coup on s'est rendu compte que le télétravail était à notre disposition enfin? Comment tu revois un peu ces évolutions des années 2000, 2010 et puis jusqu'à aujourd'hui vis-à-vis du cloud, justement? Voilà. Moi, encore une fois, comme toujours, je suis plus impatient que d'autres, et donc j'attendais que ça aille beaucoup plus vite. Et donc le temps de réponse des organisations grandes, petites et moyennes, sans parler du secteur public, face au phénomène cloud computing, évidemment le vrai cloud, c'est-à-dire le cloud public, a été d'une lenteur désespérante. Juste pour donner une anecdote qui m'a beaucoup frappé, en 2010, donc 4 ans après l'existence d'AWS, je connaissais Werner Vogel, qui est le patron technique d'Amazon, AWS. Il vient à Paris. Je le contacte, je dis, Werner, est-ce que tu pourrais faire une conférence au SIGREF? Le SIGREF, c'est le club informatique des grandes entreprises françaises. Non, pour ceux, il y a 150, les gros budgets. Voilà. Bon. Et on organise un petit déjeuner, gratuit évidemment, pour le SIGREF, avec Werner Vogel. Donc, le numéro 1 mondial du cloud infrastructure vient expliquer ce que c'est que le IaaS. C'est quand même une opportunité fabuleuse. Oui. 2010. Il y avait 6 personnes de 3 entreprises dans la salle qui étaient venues. Les autres, ça ne les intéressait pas. C'était une catastrophe. J'ai été désolé, je me suis excusé auprès de Werner Vogel. Voilà. Donc, alors évidemment, en 2020, le SIGREF a invité le patron de Google Cloud à parler. Et là, le SIGREF l'a reçu en 2020. C'est long. Et donc, voilà. Donc, il y a toujours un temps de réponse qui est plus long que prévu et qui est
qui est un peu dommage, quoi. Bon, c'est la courbe de Gauss d'innovation. C'est une rupture, le cloud, une rupture forte. Donc, il y a eu tous les blocages traditionnels. Et je pense surtout que c'était un combat des anciens et des modernes de l'offre. Et donc, les anciens combattants, par exemple, qui vendaient des serveurs Dell, HPI, IBM, Sun et autres, le cloud, ça leur plaisait pas. Parce qu'évidemment, les entreprises qui vont sur le cloud public n'achètent plus de serveurs. Bah ouais. Donc, elles ont monté un contre-feu en inventant un truc ridicule qui s'appelait le cloud privé, qui n'a jamais existé, en disant à des DSI, vous savez, faites attention, le cloud public, c'est dangereux, la sécurité, la confidentialité, blablabla. Et donc, il y avait un club des anciens combattants, des fournisseurs anciens combattants, des DSI anciens combattants, qui faisaient le club un peu, disons, ligne Maginot pour résister à l'envahisseur cloud. Et ça a bloqué un peu les choses. Voilà. Donc, mais bon, au bout d'un moment, la barrière saute. Est-ce que ça prend 15 ans, quoi. Tu penses que comme Jean-Michel Tronc, que les mentalités évoluent toujours moins vite que la technologie, en fait? Alors, c'est compliqué, la réponse. Il y a deux choses. Il y a d'abord, oui, quand une technologie arrive, encore une fois, on appelle ça la courbe de Gauss d'innovation, qui a été mise au point il y a plus de 40 ans. Il y a pendant les 2-3% d'innovateurs qui se précipitent, ensuite ce qu'on appelle les early adopters, la majorité initiale. Il y a donc un cycle. Ce cycle, il peut être plus ou moins rapide. Le cas le plus rapide qu'on peut connaître, c'est par exemple le smartphone, qui est arrivé en 2007. 2007, c'est une belle année. Le premier cloud, le premier smartphone, il y a eu plein de nouveautés en 2007. Eh bien, en moins de 10 ans, le smartphone a envahi la Terre. Donc, la courbe de Gauss va plus ou moins vite, selon les technos. Et ça, c'est, disons, le premier phénomène. Le deuxième phénomène qui est plus complexe, c'est qu'en 2007, même en 2015, il y avait plein de technologies dont on avait besoin qui n'existaient pas. Par exemple, les réseaux rapides, les réseaux 2G, 3G n'étaient pas très rapides, le Wi-Fi n'était pas banalisé, il y avait encore des difficultés. Voilà. Donc, il y avait en même temps que les technologies disponibles qui ont du mal à se déployer, il y avait des technologies qui manquaient. En termes de puissance de calcul, en termes de vitesse de réseau, de capacité de stockage et autres. En 2021, aujourd'hui, je pense que la situation a complètement basculé et il n'y a plus, pour simplifier les choses, de blocage technique. Donc, toute l'offre, que ce soit dans les infrastructures ou dans les applications, les usages, est disponible. Donc, il y a une croissance exponentielle de l'offre qui continue à fonctionner. Et cette croissance exponentielle fait que maintenant, plus aucune entreprise ne peut me dire, Monsieur Nogès, je voudrais faire ça, je peux pas. C'est plus possible. Voilà, tout est là. Donc, l'hypothèse de travail récente, fait 3-4 ans, c'est l'offre est en avance sur les usages. Ça, c'est quelque chose de génial. C'est-à-dire que tout est possible. On n'a pas le droit de c'est impossible. Voilà. Dans le mot impossible, on enlève le 1. Il reste que du possible. Ce qui ne veut pas dire que la vitesse de rentrée va s'accélérer plus, mais il n'y a plus de blocage technique. Et c'est un vrai souci aujourd'hui. La croissance exponentielle de l'offre, la capacité des personnes, des entreprises, des lois et autres à absorber ces technologies ne suit pas. Il y a un gap qui se fait entre la croissance de la technologie et l'acceptabilité. Ça, c'est grave. Tu penses que cet écart est plus important qu'auparavant parce que tout au long de notre carrière, on a toujours connu ça, cet écart? Non, pas vraiment. Il y avait un écart de décalage dans l'acceptabilité, mais il y avait moins de technologies que celles dont on avait besoin. Il y avait deux écarts. Donc, l'écart qui a sauté depuis pas longtemps, 3-4 ans, c'est l'écart potentiel technique par rapport aux vrais besoins des entreprises. Il n'y a plus rien. Voilà, on veut stocker des pétaoctets, on peut. On veut faire des calculs. Bon, un exemple qui nous a sauvé la vie et qui est quand même exceptionnel, c'est Covid. Moderna, le laboratoire américain fondé par un Français, a déployé son virus, son antivirus et son vaccin avec 40 jours de calcul sur AWS, sur Amazon Web Services, alors qu'il lui aurait fallu 2 ans pour le faire avant. Donc, AWS a sauvé des millions de vies. Et c'était pas possible avant. Donc, comme Moderna a dit, j'ai besoin de faire des calculs complexes, c'était pas prévu chez Moderna de s'occuper de Covid. En février-mars, c'était pas prévu. Ils se sont mis sur le sujet. AWS avait la puissance de calcul, la capacité de stockage infinie dont ils ont besoin. En 40 jours,
40 jours, ils avaient mis les premières versions au point. Donc, merci le cloud. Hein. S'il y a 1,5 milliard de personnes vaccinées dans le monde aujourd'hui, un an après le virus, c'est grâce au cloud. Sinon, on n'aurait pas pu le faire. Donc, c'est ce genre d'exemple qui est vraiment important que tout le monde comprenne. Nous sommes dans un monde où on n'a pas le droit de dire c'est impossible techniquement. Voilà. On n'a plus le droit de dire ça, c'est fini. Alors qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans, ou même il y a 5 ans, il y avait encore des trucs qu'on ne pouvait pas faire. Mmh. Alors, au moins pour ce qui est de l'informatique. Après, dans les autres domaines, c'est autre chose. Non, mais dans le monde du numérique, qui est le mien, moi, j'ai pas de, voilà, mais le monde du numérique, il touche tous les domaines. Hein. On vient de parler de la santé. Encore une fois, c'est un exemple. On peut parler du monde de l'automobile, où maintenant une voiture, une Tesla, c'est un ordinateur sur 4 roues. Enfin bon, et qu'on met à jour comme un ordinateur. Donc, oui, d'ailleurs, on voit que les autres constructeurs, en dehors de Tesla, ont beaucoup de mal à faire des ordinateurs à 4 roues parce que c'est surtout des sacs de bugs. Quand on voit les difficultés qu'a Volkswagen avec sa récente ID ou même Porsche avec la Taycan, on voit que faire du logiciel pour les automobiles, c'est pas si simple. C'est très compliqué. Mais en fait, je pense qu'il y a 2 grands domaines maintenant du numérique. Il y a le numérique dans les entreprises, l'informatique ancienne, pour les usages internes. Bon, ça y est, c'est au point, il y a tout ce qu'il faut, il y a tous les outils qui vont bien, hein, il y a tous les logiciels SaaS. Il y a 50 000 solutions SaaS sur le marché. Ouais, c'est dingue, n'empêche. Sur les services, donc pour toutes les fonctions support, messagerie, comment dirais-je, RH, finance, tout est dispo. Hein. Il y a 50 000 solutions. Hein. Ok. Mais par contre, le vrai chambardement, la vraie nouveauté depuis pas longtemps, c'est que le numérique permet aux entreprises de devenir toutes éditrices de logiciels. Un fabricant de voitures devient un éditeur de logiciels. Un fabricant de médicaments est un éditeur de logiciels. Un transporteur de gaz devient un éditeur de logiciels. Donc, le numérique rentre dans le cœur des métiers. Ouais, mais ils n'ont pas encore la culture. Bah, c'est très compliqué. C'est compliqué. Ouais, mais je vais prendre un exemple. Un logiciel qui maîtrise son sujet. Et je vais prendre un exemple que je peux citer. J'ai beaucoup travaillé depuis 3 ans avec une société française exceptionnelle qui s'appelle Terega. Terega, c'est transport de gaz dans le sud-ouest, c'est GRT Gaz dans le sud-ouest. Bon. C'est une entreprise de taille moyenne, 700 personnes, okay, mais qui a fait une transformation numérique maximale depuis 2017, entre 2017 et 2020. Je les ai accompagnés avec le soutien fort du DG et du DSI, il n'y a pas de mystère. Okay. Mais maintenant, Terega, ayant fait dans moi ce que j'appelle le modèle BISD, les 4 composants, sur les infras, ils sont sur Amazon Google, problème réglé, ils ont fermé leur centre de calcul. Pour les fonctions support, c'est-à-dire les fonctions, ils ont pris des solutions SaaS, ils en ont des dizaines, un Coupa, Workday et autres réglés, et ils ont créé un espace de données indépendant. Et maintenant, ce qu'ils font, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils deviennent éditeurs de logiciels dans le monde du transport et du stockage de gaz. Ils vont développer un produit qui s'appelle Yogaz, et ils vont commercialiser, ils vont devenir éditeurs de logiciels. Ils vont comme ils ont la compétence sur le transport de gaz et le stockage de gaz, ils sont en train de créer une équipe qui va commercialiser à d'autres transporteurs de gaz un logiciel, évidemment cloud, qui va être un logiciel complètement sur leur cœur de métier. Et donc Terega, transporteur de gaz, devient éditeur de logiciel. Et bon, c'est un cas, il n'y en a pas beaucoup, mais ça va se généraliser. Et on verra de plus en plus d'entreprises qui ont des compétences métiers, dans ce que j'appelle le cœur métier, le B-business de mon modèle BISD. Dans ce domaine-là, on ne va pas prendre des produits du marché parce qu'il n'y en a pas, on va les construire. Voilà, et on ne va pas trouver un logiciel SaaS pour gérer du gaz parce qu'il y a deux clients en France, hein, GRT Gaz et Terega, c'est pas un marché. Par contre, ils vont le commercialiser et leur idée, c'est de le commercialiser aussi, par exemple, en Turquie, en Argentine, dans des pays où il y a d'autres transporteurs de gaz. Et c'est un mouvement complètement fort qui a été rendu possible par le cloud. Voilà. Alors, on va finir cet entretien par la partie que tu préfères, hein, parler d'avenir, du futur. Alors, quelles sont tes visions à ce niveau-là pour cette évolution avec le cloud vers le tout numérique? Alors, bon, le cloud, disons, pour simplifier, le cloud est né en 2007, tout est réglé depuis 2017. Donc, l'offre cloud, elle est mature, il y aura des améliorations, mais bon, voilà, les jeux sont faits. Les jeux sont faits, alors, tiens, attends juste une seconde, Louis. Bon, les Américains ont triomphé avec Google, Microsoft et Amazon.
Est-ce que tu vois les Chinois comme Alibaba, par exemple, se mêler à ce peloton de tête? Complètement. Il y a les trois Chinois, Alibaba, Baidu et Tencent, qui vont rentrer. Pour le moment, ils sont plutôt présents en Asie. Mais Alibaba, par exemple, est présent en Allemagne, est présent à Dubaï et ailleurs. Donc, il y aura, en 2025, il y a trois Chinois, trois Américains. Voilà. Bon. Et donc, ça, c'est réglé. Voilà. Puis l'offre de SaaS, par contre, elle est autant dans l'infrastructure, ce sont des oligopoles, ils sont très peu nombreux. Ce qui est génial, c'est que dans l'offre de SaaS, il y a des tas de produits européens, américains, asiatiques, de qualité. Dans l'offre de SaaS, on a une offre pléthorique parce que pour développer un logiciel SaaS, il y a plus besoin d'investir dans l'infrastructure. Donc je le terminerai là-dessus parce que je suis devenu éditeur SaaS, mais bon, je reviendrai après. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la vague d'après, la vague principale, c'est l'intelligence artificielle. On est en plein dedans. Ça a commencé en 2017-2018. En termes d'opérationnalité, avec des vraies solutions qui fonctionnent. Et là, les jeux vont être terminés. Là, c'est pareil, c'est 2018-2025. Et pareil, les Américains sont en tête et les Chinois devraient arriver devant en 2025. Les Américains ont très peur de ça. Parce que les Chinois ont compris avant les Américains, surtout à l'époque Trump, que l'IA était important. Et maintenant, ils viennent sortir un rapport pour Joe Biden, disant l'IA c'est urgent, c'est un document de 800 pages, parce qu'on va se faire bouffer par les Chinois. Les Chinois sont très en avance sur les Américains, parce que encore une fois, le président précédent a fait perdre 4 ans aux États-Unis. Trump, qui ne comprenait rien à la techno, a été une catastrophe. L'Europe, dans ce domaine, est en train, elle aussi, hélas, de perdre la bataille, parce que on ne comprend pas que c'est urgent d'investir, d'agir, et on continue à bricoler, quoi. On parle de centaines de millions. Il faudrait mettre 10 milliards par an. Il y a un papier qui vient de sortir aujourd'hui ou hier, disant l'Europe doit mettre 10 milliards par an dans l'IA. L'Europe a les moyens de mettre 10 milliards. C'est pas un problème, 10 milliards. Mais on parle de plans à 100 millions, quoi. Mais quand tu dis l'IA, tu penses au machine learning, j'imagine. Principalement, mais c'est le deep learning, c'est beaucoup de choses. Mais bien sûr, aujourd'hui, c'est le machine learning. Moi, je travaille dans l'IA machine learning. Okay. C'est la première génération, mais ça va beaucoup plus loin, ça va aller plus vite, ça s'accélère. Et alors, voilà. Moi, j'ai quand même un petit fond de scepticisme sur le machine learning parce qu'on commence à avoir des éléments qui montrent que ça a des limites. Ça marche très bien dans certains domaines et puis beaucoup moins bien dans d'autres. Ça marche bien dans des domaines qui sont à peu près stables, sur lesquels on a beaucoup de track record, on a beaucoup de données et finalement, identifier des schémas est relativement facile, des gros guillemets sur relativement. Par contre, dès qu'on va dans un monde plus ouvert, plus chaotique, ça marche beaucoup moins bien. Par exemple, tout ce qui est voiture autonome, qui nous était annoncé pour 2016, 2018 au plus tard, on est en 2021, ça fonctionne toujours pas. Et on peut penser que ça va mettre encore beaucoup de temps avant d'arriver à un seuil acceptable. Bon, alors évidemment, l'IA n'est pas encore à une banalisation. Comme toujours, il faut commencer par les choses simples. Et moi, j'ai pas de problème avec ça. L'IA qui fait tout pour tout le monde, c'est de la fiction. Il y aura des trucs qu'il ne pourra pas faire. Mais par exemple, dans les voitures autonomes, c'est intéressant. Bon, ça commence à fonctionner à Phoenix, Arizona, pour Google avec Waymo. Pourquoi? Phoenix, Arizona, il pleut pas trop, il n'y a pas de neige, les routes sont bien carrées, c'est un environnement plus sympa. Faire de la voiture autonome au Caire, en Égypte, c'est pas pour tout de suite. Je comprends, il faut un peu de bon sens. Enfin, même à Phoenix, Arizona, il suffit de mettre quelques cônes sur le bord de la route pour que la voiture se bloque et se range sur le côté. Oui, c'est vrai, mais c'est pas parfait, mais on démarre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on commence aussi à comprendre que, par exemple, les vrais marchés, là où ça fonctionne très bien, c'est en environnement sécurisé. Par exemple, dans les ports, il y a des camions autonomes qui transportent les containers. Oui. Bon, ça, parce que c'est des circuits c'est pas idiot, au contraire, de commencer par des choses simples. Voilà. Absolument. Et donc, on va faire de l'intelligence. Voilà. Donc, moi, je suis un grand partisan. Depuis toute ma carrière, j'ai toujours été sur les solutions de base simples, universelles. Okay. Et donc, c'est là où ça fonctionne très bien. Et maintenant, donc, si tu veux, moi, depuis qu'on a revendu Revevol, j'ai créé avec Laurent Gasser une société qui s'appelle Wheezy.io, qui était un éditeur de logiciels SaaS dans le cloud. Okay. Et on a choisi comme marché principal, ce qui est quelque chose de passionnant, donc qui me rend vraiment très optimiste, c'est ce que l'on appelle les frontline workers en anglais, les travailleurs de première ligne. Bon,
C'est Un quoi? concept intéressant et qui a été négligé. Complètement. Les frontline workers, c'est les transporteurs, c'est les personnes dans une chaîne de production, c'est la logistique, c'est l'agriculteur, hein, c'est le chef de chantier, hein, c'est l'infirmier. Et dans le monde de l'informatique que j'ai connu depuis la bureautique et depuis les 50 dernières années, ça a été tout fait pour les cols blancs. Donc, il y a 20% de cols blancs, 80% de frontline workers, il y a 2,5 milliards à 3 milliards de frontline workers dans le monde, et les budgets informatiques, c'est 80-20. 80 pour les cols blancs, Ouais. 20% pour les frontline workers. Donc, voilà, donc là, c'est un nouveau business intéressant, 2,5 milliards de clients. Ça va demander aussi une interface utilisateur différente. À chaque fois que l'informatique a élargi son usage, elle l'a fait grâce à une interface utilisateur qui permettait de toucher des nouvelles couches. Je suis complètement en phase avec toi que les travailleurs de première ligne sont la cible qu'il faut viser. Mais par contre, il faut une interface utilisateur adaptée. C'est ce qu'on a complètement compris. Le principal produit pour nous s'appelle Wheezy Vision. C'est l'image. Et en fait, l'interface pour les frontline workers, c'est l'image. C'est pas le texte. Et donc, ils ont tous équipé d'un smartphone. Tu vas pas sur un chantier, un ouvrier sur un chantier, il a un smartphone. Un infirmier, il a un smartphone. Un agriculteur, même en Afrique, il a un smartphone. Donc, le smartphone est là. Le smartphone peut prendre des photos. Donc, si on prend comme cœur de l'informatique frontline worker l'image, c'est ce qu'on est en train de faire. On fait des choses géniales, simples. On va être en train de créer en fait la bureautique du frontline worker autour de l'image et non pas autour du texte. Je vais donner un exemple. Tu arrives tu es sur un chantier. On est en train de créer ce qu'on appelle les fonctions bureautiques de base. Par exemple, la fonction find, trouver. Je fais une photo d'un objet, search, une machine. Nous, on reconnaît automatiquement, avec un peu de machine learning de base, on peut lire l'étiquette ou la machine, on peut dire que c'est un compresseur modèle truc. On va envoyer sur le smartphone du technicien le mode d'emploi s'il en a besoin, le dernière maintenance. Donc, il va recevoir toutes les données pertinentes à sa machine avec une photo. Fine. OK. Ensuite, il veut retrouver un objet. On fait de la recherche, par exemple, pour un client qui a des Terega, pour pas le citer, qui a des tuyaux qui sont sous terre. On reçoit des images aériennes et le gros souci, c'est qu'il y a des travaux non autorisés au-dessus de leurs tuyaux qui crèvent les tuyaux. Donc, sur des photos aériennes ou de drones, il faut repérer un tractopelle. Ouais. Donc là, on va repérer le tractopelle. Donc là, on va find. OK. Compter. Un autre exemple. Tu es dans un chantier, tu as des tubes, tu fais une photo, tu comptes le nombre de tubes. Ah oui, j'ai vu des démos de ça. Ça marche très bien. Alors, on est en train sur un sujet où on a un peu plus de mal, c'est mesurer. C'est un sujet qui nous est posé, mesurer un objet pour savoir s'il rentre dans une caisse ou pas. Donc, pour mesurer, il faut une photo suffisante. Il faut un référentiel aussi. Il faut un référentiel. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Alors, il y a des techniques haut de gamme avec LIDAR, mais ça, c'est pas raisonnable. Par exemple, mettre une petite carte de crédit sur l'objet, comme on connaît la dimension de la carte de crédit, on peut mesurer. Enfin, voilà. Et juste pour donner un autre exemple qui est très intéressant, c'est pour un transporteur international. On travaille sur un projet en ce moment qu'on appelle Lost and Found, perdu et retrouvé. Ce transporteur, il livre des centaines de milliers de paquets. Bon, je vais pas le. Ok. Et puis, il y a un paquet qui perd son étiquette. Ça peut arriver. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a plus d'étiquette. Ok. Bon, ils ont le droit de l'ouvrir et à un endroit, ils ouvrent le paquet. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La personne qui ouvre le paquet fait une photo. Nous, on repère, si c'est une tondeuse, on va voir tondeuse, on va relire le numéro, etc. On va charger dans une base de données qu'on a créée, qui est une base de données d'images, qu'on appelle le DAC, le Digital Asset Center. Donc, derrière tout ça, il y a une méga base de données d'images, et ça va permettre de retrouver le client qui dit, j'ai pas reçu ma tondeuse. Aujourd'hui, sans citer cette entreprise, a un taux de recouvrement de 10 à 15%. Seulement. Ouais. Bon, si nous on passe à 40, 50, on va pas faire 100%. Mais si on les amène de 10% à 40% de retrouver, c'est 4 fois mieux. Et donc le bonhomme, il fait une photo de l'image, on va géotaguer l'image, la timer, on va la mettre et ensuite on va pouvoir retrouver automatiquement parmi les gens qui ont perdu une tondeuse, peut-être qu'elle est rouge, elle est verte, on sait, on va retrouver, on va augmenter dans un rapport 5 ou 10 la probabilité de retrouver. Donc l'interface dominante pour le front-end worker, c'est autour de l'image. Et on construit tout sur image base, à base d'image.
Et je vais prendre un dernier exemple qui est en Afrique. Je travaille pas mal en Afrique pour les agriculteurs. Ben, les agriculteurs en Afrique, c'est souvent des petits agriculteurs. Il y a leur souci majeur, on leur vend des faux engrais. Des quoi? Faux engrais, comme il y a des faux médicaments, des faux engrais. Ah oui, oui, d'accord, ok. Bon, ils font une photo du paquet. D'ailleurs, souvent, beaucoup de ces agriculteurs sont analphabètes, donc ils ne peuvent pas lire l'étiquette. Nous, on est capable de lire. Mais non, mais c'est ça la réalité. Oui, mais tu as raison. Il faut revenir à la réalité du terrain. Bon, et voilà. Et donc, tu relis et tu leur dis, effectivement, on peut leur dire, par exemple, on est en train de travailler dessus, on va leur répondre par la voix. Attention, c'est pas du phosphate, mais c'est un faux. J'imagine, parce que non seulement il ne va pas acheter, mais en plus, c'est un produit qui peut être dangereux. Ouais. Donc, quand on est maintenant sur les frontline workers, autour de l'image, ce que j'essaie de recréer, c'est la bureautique du travailleur frontline avec quelques fonctions de base, mesurer, compter, qu'on vient d'évoquer, et quelques autres qu'on va rajouter, et de créer une espèce de plateforme universelle. Tout ça à base de machine learning de base. Oui, c'est du technique de base, mais pour moi, c'est génial. Et je préfère répondre aux besoins de 80% des frontline avec des solutions simples, plutôt que de me compliquer la vie à faire des modèles hyper sophistiqués qu'on fera aussi, mais après. Ouais, complètement d'accord. On vient d'évoquer l'IA. Autre sujet du futur sur lequel je suis sûr que tu as une position, c'est l'informatique quantique. Alors, d'après toi, combien de temps ça va mettre pour atteindre un premier niveau de maturité? Alors, c'est un sujet que je suis, sur lequel j'ai pas de compétences très fortes. C'est compliqué. Il y a des gens qui disent qu'ils ont atteint déjà la supériorité quantique, Google et autres. Je pense que 2025 est une année raisonnable pour laquelle ça fonctionnera. Voilà. Ah, mais c'est très proche, ça. Oui, mais c'est proche et loin en même temps, c'est 4 ans. Hein. Ça va tellement vite. Hein. Tout ce qu'on a raconté ensemble, tout l'historique que tu as retracé, c'était justement qu'on est toujours trop optimiste vis-à-vis des progrès et de la maturité. Donc 2025, ça me paraît super tôt. Non, on n'est pas trop optimiste sur la vitesse d'évolution des technos qui est exponentielle. On est trop optimiste sur la capacité des entreprises à les absorber. Tu crois à l'accélération de la technologie? Oui, et dans le monde du quantique, on parle non pas de croissance exponentielle, mais double exponentielle. C'est pas 2 puissance n, c'est 2 puissance 2 puissance n. Ouais, moi, je crois pas du tout à la notion d'accélération. Moi, je combat beaucoup cette notion-là. J'y crois pas du tout. Et les éléments historiques prouvent le contraire. Mais bon, c'est pas le sujet. La croissance exponentielle de la loi de Moore, elle s'est vérifiée. La croissance exponentielle. Alors justement, tiens, si on parle de la loi de Moore, aujourd'hui, elle s'est complètement aplatie. Pas du tout. Elle redécolle complètement avec les processeurs spécialisés dans l'IA. Et la vitesse des processeurs dans l'IA, la puissance de calcul dans l'IA, c'est une loi de Moore 4 fois plus rapide que la loi de Moore classique. Donc, les nouveaux processeurs IA qui sortent de partout, tout le monde devient fabricant de processeurs. Google, Amazon, Apple et autres. Je retrouve le Louis Nogès suroptimiste que j'ai connu, et c'est bien, ça fait partie. Ça, c'est mesuré. Hein. La courbe de croissance, la courbe d'exponentialité des processeurs IA sur les 5 dernières années, elle est factuelle. Ça, c'est pas Louis Nogès qui parle, c'est la réalité. On peut pas être d'accord heureusement qu'on n'est pas d'accord sur tout, c'est pas drôle. Mais bon, mais je pense que dans l'IA, ce sont pas les processeurs traditionnels type Intel, effectivement, mais il y a 20 fabricants de processeurs d'IA, y compris pour le machine learning, pour TensorFlow, pour des choses comme ça. Et la puissance exponentielle extrêmement rapide des processeurs IA explique le succès de l'IA. Donc, c'est donc l'ancienne génération des processeurs Intel généralistes n'est pas adaptée à l'IA. C'est pas grave, ils ont fait leur temps. Bon, bravo, on passe à autre chose. Ouais, mais le hardware spécialisé pour l'IA, on a déjà connu ça dans les années 80 à l'époque des systèmes experts, si tu t'en souviens. Et il y avait des stations de travail spécialisées dans le langage Lisp, Smalltalk, etc. Et tout ça s'est effondré, a disparu et est parti dans les poubelles de l'histoire. Ça n'a jamais eu d'impact. C'est il y a 30 ans. Aujourd'hui, depuis 2020, grosso modo depuis 2018, les progrès dans les modèles type machine learning, TensorFlow et autres, tout le développement que nous on fait sur WYSIVYSION, on les fait sur le plateforme cloud de Google, parce que les API de Google nous donnent accès à des moteurs absolument fabuleux.
Et on revient sur le point de départ de mon truc, c'est que les éditeurs de logiciels aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être une entreprise gigantesque pour faire des produits géniaux, parce qu'on a des puissances de calcul disponibles. Moi, quand je construis mes modèles d'IA autour de l'image, je m'appuie en grande partie soyons clairs, sur les API Google Photos, mais qui sont déjà là. Et les modèles TensorFlow, ils sont là. Donc, j'ai des équipes de développement, on est capable. Et donc, la puissance de calcul exponentielle explique le succès de l'IA. Les modèles d'IA de machine learning, ils existent depuis 50 ans, mais il n'y avait pas la puissance de calcul. Ce qui a fait la différence, depuis maintenant 5 ans à peu près, c'est que les processeurs dédiés sont partout. Et ce qui est intéressant, c'est que les grands acteurs du cloud deviennent fabricants de processeurs, enfin concepteurs de processeurs. Oui, oui, effectivement, tous. Et ça, c'est nouveau. Bon, alors il se passera la même chose dans la 3e génération de processeurs qui sont quantiques. Je suis moins compétent sur ce sujet, et donc il y a tous les points de vue là-dessus, mais on voit quand même ce que font des gens comme Google et quelques IBM et autres. Ça va vite, ça va très vite. Est-ce que 2025, c'est très tôt ou très tard? Il se peut que ce soit plus rapide que ça ou moins rapide. C'est un ordre de grandeur, mais là, je suis vraiment pas devin. Et donc, c'est plutôt un point de vue d'un honnête homme numérique qui n'a pas des compétences très spécialisées dans le domaine. Donc, ne prenez pas cette prévision de 2025 comme étant quelque chose de tout à fait sérieux. C'est une estimation de ma part. Voilà. Le mot de la fin, ce serait sur le secret de ton enthousiasme. Après la carrière que tu as eue, on constate un Louis Nogès toujours débordant de passion, d'enthousiasme, d'optimisme. Comment fais-tu? C'est formidable. Je crois que j'ai eu la chance de choisir un métier autour du numérique qui est un métier génial. Ok, je comprends pas les informaticiens pessimistes, soyons clairs. Ok, tous les matins, il y a des nouveautés. Tous les matins. Je fais quand même 2 heures de veille technologique quotidienne. Oui, on fait tous ça, ouais. Tous, non, il n'y a pas beaucoup de gens. Enfin bon, tous, oui, tu as raison. Très peu, pour ça. Beaucoup, 365 jours par an, 2 heures. Et tous les jours, il y a des nouveautés. Et donc, quand on est un peu tourné vers l'innovation, moi j'ai créé des entreprises, j'en ai créé, les autres qui ont réussi, d'autres moins réussi, peu importe. Quand on est en créateur, j'imagine des solutions, et ce qui est passionnant, c'est que les nouveautés technologiques permettent d'induire des nouveaux usages. Et ce qui me fascine, me pousse, c'est quand je vois arriver une nouvelle technologie de base numérique, infrastructure ou usage, ça me donne des idées d'usage dans les entreprises, pour les clients, pour les particuliers ou pour les entreprises. Et c'est la capacité d'anticiper des nouveaux usages, comme on le fait actuellement pour les frontline workers. Je ne pourrais pas travailler sur les frontline workers avec l'image si je n'avais pas les modèles de computer vision qui sont déjà disponibles. Je ne pourrais pas travailler s'il n'y avait pas les smartphones, et je ne pourrais pas le faire s'il n'y avait pas le cloud. Donc, le WYSIVYSION, c'est quoi? C'est de l'intelligence qu'on a rajoutée, nous, notre vision, mais sur des fondamentaux qui sont déjà là, les 6 milliards de smartphones, les 2,5 milliards de frontline workers, le cloud et les logiques de base de l'IA, les briques sont là. Donc là où on est innovant, c'est la capacité de mettre tout ça ensemble et dire il y a un potentiel. Et c'est de trouver ce nouveau potentiel de 2,5 milliards de personnes à équiper en numérique propre. Ça devrait m'occuper encore pendant quelques mois. Merci Louis, on n'est pas d'accord sur tout, mais c'est toujours aussi génial de t'écouter parce qu'on a l'impression de recevoir une partie de ton enthousiasme, c'est très roboratif, ça fait beaucoup de bien. J'ai pris beaucoup de plaisir lors de cet échange. Merci encore. Merci Alain, et puis bon, on va continuer à échanger, et heureusement que de temps en temps on n'est pas d'accord sur tout, sinon ce serait pas drôle. Encore merci de ton invitation et à bientôt.